pour l'ensemble de nos échanges. Ceci étant dit, donc j'attends quand même, je temporise quand même pour avoir éventuellement un retour par rapport à l'enregistrement. N'hésitez pas si vous avez une difficulté par rapport à ça. Donc je considère que c'est bon et nous pouvons démarrer. Donc très rapidement, alors peut-être pour certains d'entre vous qui ne connaîtraient pas cette dynamique de groupe de travail que nous avons créé avec le CAIPDV sur la zone de Carrosse, quelques propos introductifs et de contextualisation. Alors pourquoi ce groupe de travail? C'est relativement simple. Nous avons sur proposition et en co-construction avec en particulier et surtout la métropole de Nice-Côte d'Azur, décidé de travailler avec les industriels de cette zone de Carrosse pour identifier des besoins en matière de transition écologique au sens large de ces industriels et via des réunions que nous appelons des groupes de travail, essayer sur certaines thématiques, trouver des solutions qui soient des solutions proposées par des éco-entreprises de la région et bien évidemment derrière d'accompagner les porteurs de projets dans la réalisation d'actions favorisant une meilleure prise en compte de l'environnement. Donc nous jouons notre rôle puisque, et c'est s'il te plaît Charlotte, les slides suivantes, nous avons en tant que cluster depuis 1996 cette vocation qui consiste en fait à favoriser le développement des éco-entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui développent et qui commercialisent des solutions ou des services en lien avec la prise en compte de l'environnement. Et donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, nous sommes là pour essayer de faire émerger une appétence des besoins dans tous les domaines que couvre la transition écologique et énergétique, de manière à ce que nos membres, qui sont tous des acteurs de la transition, puissent proposer et déployer leurs solutions au plus grand nombre, si possible en région, puisque nous avons cette vocation de favoriser l'économie circulaire. Charlotte, s'il te plaît. Donc, rapidement, nos actions portent sur tout un panel de leviers. Promouvoir les compétences, évidemment, de nos entreprises, faire du sourcing, favoriser l'économie de réseau, donc faire en sorte que les entreprises entre elles se connaissent aussi bien à l'intérieur de notre réseau que, bien évidemment, à l'extérieur avec les donneurs d'ordre publics et privés régionales, accompagner les projets sur des aspects techniques mais aussi financiers, accélérer le développement de ces entreprises aussi bien en France qu'à l'international et en particulier aussi via des projets européens et bien évidemment, je dirais, assurer un lobbying positif qui consiste à défendre cette filière qui est une filière importante dont on ne parle, à notre avis, pas suffisamment, puisque ce sont vraiment elles qui vont permettre de mettre en œuvre cette fameuse transition écologique et énergétique dont nous savons tous qu'elle constitue un enjeu pour notre société. Donc voilà quelques chiffres. Donc comme vous le voyez, les membres de notre réseau sont en très très grande majorité des TPE-PME, d'où l'importance de les aider dans leur déploiement. Nous avons donc maintenant, nous arrivons à 25 ans d'expérience, avec évidemment de fait tout un réseau de partenaires, aussi bien en France qu'à l'international, une certaine expertise du coup de notre filière qui nous permet entre autres d'accompagner des collectivités dans, par exemple, l'émergence d'appels à projets. Et aujourd'hui, 162 membres qui font partie de notre réseau et avec lesquels nous travaillons de manière tout à fait transversale, les sujets chez nous devant donner lieu à une percolation, j'ai envie de dire, entre les différentes filières déchets, eau, biodiversité, cité sol pollué, qualité de l'air, que vous retrouvez dans les activités de nos membres. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette présentation très rapide
et du contexte et de notre réseau. Et donc, sans plus attendre, pour la première partie de cette matinée, je vais laisser la parole à Pascal Revalier, qui va nous faire un état de l'art des solutions techniques existantes en matière de valorisation des biodéchets. Pascal, merci beaucoup pour ta présentation par avance, et je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Mon nom est Pascal Revalier. Je suis membre du réseau EA depuis une dizaine d'années et je suis le dirigeant d'un bureau d'études qui s'appelle Composter, qui est basé à Aix-en-Provence. Notre métier, c'est le compostage uniquement en termes de valorisation. On ne s'est pas intéressé du tout à la méthanisation. Donc, on travaille sur des solutions de compostage sur site. C'est ce qui nous intéressait ces dernières années. Donc, compostage sur site des grands producteurs uniquement. Et on commence à s'intéresser maintenant à des solutions de compostage hors site, donc de collecte, pour un compostage à la ferme. Je vous en parlerai en fin de présentation. Ah oui, on est également organisme de formation et on forme des guides et maîtres composteurs sur toute la région. Ces guides et maîtres composteurs sont nécessaires pour le suivi des plateformes de compostage du fait de la réglementation. Voilà, donc slide suivant. Voilà. Un petit topo pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais j'ai l'impression qu'autour de cette réunion, il y a beaucoup de spécialistes. Donc, j'ai voulu mettre la définition des biodéchets. Qu'est-ce que c'est un biodéchet? Donc, les biodéchets, c'est des déchets biodégradables provenant des ménages, des industries agroalimentaires, des commerces, de bouche, des supermarchés, des cantines scolaires et restaurants d'entreprise, des activités d'hébergement et de restauration traditionnelle, des marchés alimentaires. Voilà, donc c'est globalement ce qui constitue la grosse masse de ces biodéchets. Se rajoute à ça des déchets verts issus des activités professionnelles, jardins publics et privés. Les papiers cartons, ça pourrait être des biodéchets, mais ils ont déjà leur propre filière. Et je ne vais pas le relire, mais je vous ai mis donc ce qu'est réglementairement les biodéchets. Ils sont définis réglementairement. Je vous laisse la lecture. Les bouts de stations d'épuration, les déchets d'abattoir, ça pourrait être les biodéchets, mais ils ont des filières particulières, donc ils ne sont pas concernés par ce dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, voilà. Alors, ça, c'est les étapes. Jusqu'à maintenant, et depuis le Grenelle de l'environnement, les biodéchets, il y avait une réglementation pour ce qu'on appelait les gros producteurs. Ça a commencé à 120 tonnes. Depuis 2016, c'est 10 tonnes par an de biodéchets et 60 litres par an d'huile usagée. Au 1er janvier 2023, on va passer de 10 tonnes, on va passer à 5 tonnes. Et au 1er janvier 2024, c'est tous les producteurs qui vont être concernés, pas seulement les gros producteurs, donc, mais vous, moi, on devra avoir, les communes sur lesquelles nous habitons devront nous mettre à disposition des solutions pour qu'on puisse faire ce tri et qu'il y ait des solutions de collecte de ces biodéchets des particuliers. Ensuite, voilà. Par rapport aux biodéchets, donc des industriels, des grands producteurs, les questions à se poser. Est-ce que je peux composter sur le site ou est-ce que je ne peux pas, et à ce moment-là, je dois envoyer sur une plateforme de compostage. Donc, première question, comprendre de quoi on parle. Analyser le gisement, c'est quoi en quantité, c'est quoi en qualité, comment je vais pouvoir installer cette solution sur place, est-ce que j'ai la place pour mettre cette solution technique de compostage, et si ce n'est pas une solution de compostage sur place, comment je fais est-ce que j'ai la place pour stocker des biodéchets en attente qu'ils soient collectés par un prestataire.
toujours pour une solution de compostage sur site, est-ce que sur place, j'ai l'usage du compost que je vais produire? Ce n'est pas le tout de valoriser des biodéchets en compost, faut-il encore en avoir l'usage? Et autre point que j'aurais pu écrire et j'ai omis de le faire, c'est pour faire du compost, il faut de l'azote et du carbone. L'azote, on l'a avec les biodéchets, il nous faut du carbone. Donc, quel approvisionnement de carbone je vais pouvoir avoir? Est-ce que je vais savoir le mener de façon pérenne? Il ne s'agit pas de démarrer quelque chose et être en panne de cet apport en broyat. Voilà, donc ça, c'est des... et puis après ça, il faut pouvoir le stocker. Donc, juste avant, voilà. Les actions à mener, quelle que soit la solution retenue, c'est d'abord réduire. En fait, on voit que chaque fois qu'on fait qu'on interviewe les entreprises et qu'on commence à travailler avec eux, le fait de lancer la discussion et d'en faire un projet au niveau de l'entreprise permet tout de suite, enfin plutôt rapidement, plutôt que tout de suite, une réduction du gaspillage. En parlant avec le personnel, en formant son personnel, on va aboutir à une réduction de ces biodéchets, et c'est déjà une part importante avant son traitement, quel qu'il soit. Alors, maintenant, voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a donc deux solutions que je vais vous présenter, deux types de solutions, les solutions de compostage sur site et les collectes vers une plateforme de compostage, quelle qu'elle soit. La slide suivante, voilà. Donc, je vais commencer par la solution la plus basique qu'il soit. C'est les solutions en bac de compostage traditionnelles que certains d'entre vous, peut-être si vous avez des jardins, ont pu mettre en œuvre. Donc, c'est au lieu de mettre un bac, on en met plusieurs. On met des gros bacs de compostage. Là, c'est des bacs ici qui font plus d'1 mètre cube. L'intérêt, c'est que le coût d'acquisition est peu élevé. La contrainte, c'est qu'il faut un peu de place, effectivement, et surtout, il faut des gros bras. Quand on est avec des tonnages de 2 à 6 tonnes, comme je l'ai mentionné, eh bien, ces tonnages, il va falloir les bouger à la main, brasser cette matière, passer d'un bac vers l'autre pour que le compostage puisse se faire. En fait, le compostage, donc c'est azote plus carbone et de l'oxygène. L'oxygène parce que c'est des bactéries aérobies qui font le boulot. Et donc, il faut éviter que la matière soit tassée. Et donc, on va devoir passer la matière de bac l'un vers l'autre. Ça, c'est la première donc, des solutions. Slide suivante. Même type de solution, plus esthétique, qu'on a commencé à installer. Il y en a une solution de ce type qui est installée à The Camp, à Aix-en-Provence. C'est des solutions de compostage en bac. La différence, c'est qu'on va insuffler de l'air et ce faisant, cet air va faire le travail du brassage et qu'on faisait dans la solution précédente qu'on faisait avec une fourche. Là, il n'y a pas besoin de remuer. On met la matière et l'air, en passant à l'intérieur, va faire l'apport, va donner l'apport en oxygène. On peut passer à la suivante. Alors là, on n'est plus dans le compostage en bac, on est avec des composteurs rotatifs. C'est pour des petits volumes. Là, ce petit composteur, il fait 400 litres. Il est capable de valoriser donc 1,6 tonne. Sur des sites, on peut en mettre jusqu'à 4-5 en ligne. Et l'intérêt, c'est le travail est très faible pour les opérateurs. Donc, c'est très facile à faire. Et c'est hors sol. Donc, si on est dans des zones où il y a des risques qu'il y ait des rongeurs, ça permet d'être complètement d'éviter ce problème-là. Voilà.
Donc, avantage, petit site, travail rapide. La contrainte, bah, c'est pour des petits volumes, hein, et puis il faut le mettre sous abri parce que c'est mieux qu'il soit abrité de la pluie. C'est un appareil qui monte en température très, très fortement, donc qui hygiénise complètement la matière, mais il faut éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur parce que ça va faire redescendre tout simplement la température. On a essayé de faire sans, c'est nettement moins bien. Autre solution, même type de solution, donc composteur rotatif, mais là, ce n'est pas manuel, il y a un petit moteur électrique et ça nous permet d'avoir des solutions, des capacités plutôt que des solutions, des capacités plus importantes. Ça, c'est un appareil qui fait 1000 litres et donc qui va être capable de composter jusqu'à 8 tonnes par an pour des coûts de 5000 euros. Voilà, je n'ai pas de choses complémentaires à dire. Voilà, c'est plutôt nouveau comme appareil, ça a 2-3 ans. Et la commercialisation a commencé depuis 2-3 ans. Ça marche plutôt très très bien. Voilà. Pareil, ça monte en température fortement, c'est hygiéniste, c'est un bon produit. Autre solution. Alors là, on passe au composteur dit électromécanique. Vous voyez, c'est le même type d'engin, donc c'est des cylindres. À l'intérieur, là, on ne fait pas tourner avec un moteur, à l'intérieur, il y a une vis sans fin. On met la matière d'un côté, avec bien sûr toujours azote et carbone, et la vis va faire passer toute cet ensemble de matière et la mélanger à l'intérieur du cylindre, et ça va ressortir au bout après 4 à 5 semaines. Donc là, c'est pour des capacités de 20 à 100 tonnes. Vous voyez le budget, 25 à 150 kg. C'est quelque chose qui était peu vu en France ces dernières années. Vraiment, ça s'accélère là, poussé par les nouvelles réglementations. Il y a de plus en plus de solutions qui se mettent en œuvre. Merci de garder cette. Il y a beaucoup de clients qui sont intéressés par ces solutions qui sont maintenant, je veux dire, pertinentes. Il y a quelques années, c'était compliqué d'acquérir ça parce que quand ça tombait en panne, comme il n'y avait pas de distributeur, enfin, il n'y avait pas véritablement de distributeur français, pas de constructeur en tout cas, là maintenant, c'était un peu. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a des constructeurs, il y a des opérateurs, ça commence vraiment à s'implanter. Excuse-moi Pascal, je vois qu'il y a quelques personnes qui lèvent la main. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, t'interrompre pour Bien poser sûr. 2-3 questions? Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, j'avais cru voir Julien, voilà. Oui, merci. Juste une question. C'est des process qui nécessitent de l'eau pour fonctionner. J'entends qu'ils doivent être sous abri. Est-ce qu'on considère que les composteurs électromécaniques, rotatifs, qu'ils soient manuels ou motorisés, ont suffisamment d'eau apportée par les biodéchets pour fonctionner? Vous apportez de l'eau manuellement? Comment ça se passe? Alors, les composteurs, ils sont mieux quand ils sont sous abri. Oui, les 3 types de composteurs rotatifs que je vous ai indiqués, ils n'ont pas besoin d'eau. Ils n'ont pas besoin d'eau pour fonctionner. Les biodéchets sont suffisamment humides et donc c'est pas nécessaire, non? Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais. Okay. Et après, il y a pour moi toujours une question avec ces matériels-là du coût de valo. Bien sûr. 100 tonnes par an, 150 000 euros d'investissement. C'est des matériels qui ont, je ne sais pas quelle durée de vie. Si on parle du composteur électromécanique, est-ce qu'on a un retour d'expérience? C'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est… Alors effectivement, les retours d'expérience qu'on a sur ces types de machines, il n'est pas énorme. Surtout en France, on n'a pas été très, très amateur de ces solutions-là.
c'est ce que je vous ai dit pour terminer. Moi-même, je n'étais pas friand de ces produits-là, pour en avoir fait des expériences assez malheureuses il y a bien longtemps. Force est de constater que maintenant, il semblerait que les produits se soient améliorés et que les solutions que l'on voit apparaître de plus en plus soient pertinentes. Maintenant, retour d'expérience, ben non, ils ont que quelques années de… Voilà. Je ne sais pas en dire plus. Voilà, ça semble être des produits très honnêtes, très performants. Qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Je ne sais pas. Pour les petits composteurs que je vous ai indiqués, le petit composteur motorisé, il n'y a pas de retour d'expérience puisque j'ai que 3 ans d'expérience là-dessus. Ça semble être très correct. Pour le premier, là, le plus petit, c'est un produit suédois que nous distribuons depuis plus d'une dizaine d'années. C'est très costaud. Vraiment, on a zéro problème sur ce matériel-là. C'est très solide. Merci. Alors, je vois qu'il y a des réactions dans le chat, mais… Je ne vais pas terminer la présentation. Non, tout à fait. C'est pour ça que je te disais, je t'en prie, continue. Ouais. Donc, la suivante. Voilà. Donc, je vous ai passé en revue les différents types de solutions de compostage sur site. Si on ne peut pas le composter sur site, bien sûr, reste la collecte. Donc, 3 types. Moi, j'ai mis 3 types de collecte. Collecte vers des plateformes industrielles, collecte vers des plateformes municipales et collecte vers un compostage à la ferme du type du projet Compost in situ. Les plateformes industrielles, pour moi, l'intérêt, ça va permettre une globalisation du contrat avec d'autres déchets. Et ça peut être très, très intéressant pour un gros producteur qui va avoir un seul et même prestataire qui va savoir prendre la totalité des différents déchets qui sont produits par l'industriel. En termes de tarifs, vous remarquerez que j'ai mis les mêmes prix à la tonne pour tous. J'étais un peu embêté par rapport à ça. En fait, suivant les lieux, on a des prix très, très différents en France. Ce n'est pas des prix spécifiques pour notre région. Et globalement, voilà, ça nécessite une étude quasiment à chaque fois. Donc, plateforme industrielle, je vous ai indiqué ce que je voyais moi comme étant l'avantage. La plateforme municipale, c'est intéressant aussi. Je vous ai mis des liens à chaque fois, et là, c'est un lien pour un site sur la ville de Brest. Donc, vous verrez le lien, vous verrez l'information. Pour moi, c'est intéressant parce qu'il y a un accord territorial et donc des accords qui se font au sein de la municipalité pour que le déchet soit retransformé sur le territoire. Ça me semble avoir un intérêt environnemental fort. C'est pour ça que ces plateformes municipales ont du sens. Et le dernier type de plateforme, c'est ce que nous on fait, parce que j'appartiens donc à un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Compost in situ, qui propose des solutions de compostage à la ferme. Et donc, un peu comme pour les plateformes municipales, sauf que là, ça va directement chez les agriculteurs, dans un rayon d'une 30aine de kilomètres. Et c'est l'idée qu'on essaye de développer en France. On a démarré, nous, ici en région sud, avec Salon de Provence. Et on a des projets qui commencent à démarrer dans d'autres coins de la région. Voilà, en termes de budget, on va être toujours dans les mêmes zones. Pour nous, sur Salon, on est aux alentours de 300 € la tonne. Voilà, pour vous donner une idée.
Ensuite, ah oui, alors j'ai pas voulu faire cette présentation sans vous indiquer donc une autre approche qui est plutôt très active en termes de communication, c'est les sécheurs. Les sécheurs, c'est un intérêt purement logistique. Ça va réduire votre matière, vos déchets de 80, voire 90%. C'est très pratique. Il y a une trappe, on met les déchets dedans, le lendemain, vous n'avez plus que 10% de ces déchets. Pour autant, contrairement à ce qu'en dit la publicité, c'est pas du compost. Et donc, ça ne se traite pas du tout comme du compost. Ça doit être retraité sur des plateformes si on veut s'en servir comme amendement. Voilà. Donc, c'est une solution de réduction de la matière uniquement. Dernière, voilà. Et là, je vous ai mis des articles de loi qui m'ont semblé intéressantes, pertinentes pour vous aider dans votre compréhension donc, de ce sujet du compostage, de la valorisation des biodéchets. Voilà, je crois que c'est la dernière. Oui, c'était bien la dernière. Voilà, donc, écoutez, je vous remercie de votre écoute et bien sûr, je suis attentif à vos questions. Merci beaucoup Pascal. Alors avant de donner la parole à Félicien Poncelet, donc qui a levé la main, je vois. Il y a dans le chat, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Tout d'abord, le temps homme nécessaire, enfin l'évaluation possible du temps homme nécessaire en interne pour chacune des solutions, de manière à pouvoir évaluer les coûts de fonctionnement. Est-ce que tu as des éléments sur ce temps homme? Oui, tout à fait. Alors, sur les différentes solutions, la première solution, le compostage en bac, où il faut brasser, j'ai pas les temps exacts là. J'ai pas les temps exacts, donc je les donnerai directement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça prend du temps. Suivant les volumes. Si vous avez des gros volumes à brasser, des 5-6 tonnes, c'est sûr que ça va être plus lent que pour un composteur de jardin, mais c'est une heure de brassage. Voilà, c'est ce que ça va prendre par semaine. C'est pas énorme non plus. Voilà. Pour les composteurs rotatifs, là, c'est quasiment rien. C'est juste le temps d'introduction. Et après ça se vide par gravité. Donc, on met la trappe en la dirigeant vers le bas. Et donc là, il n'y a vraiment pas de temps de travail pour le personnel. Et les composteurs électromécaniques nécessitent là peu de temps de travail, bien sûr. C'est juste le temps d'introduction de la matière et de récupération de celle-ci derrière au fur et à mesure qu'elle sort. Donc, les composteurs rotatifs, globalement, peu de temps de travail. Les composteurs en bac, oui, ça nécessite un peu de temps. Je pourrais donner les temps exacts, mais je préfère pas dire de sottises et je peux les donner par la suite. Logique, merci. Alors, autre question, donc c'est Lorraine, donc des alchimistes, qui demandait si les coûts que tu affichais, les prix que tu affichais étaient des prix globaux qui concernaient à la fois la collecte et le traitement. Oui, les coûts oui, tout à fait. Et enfin, avant Félicien, une question sur la consommation énergétique des sécheurs. Alors ça, c'est souvent effectivement un point important qui est donc là, c'est assez énergivore, me semble-t-il, comme matériel. Mais est-ce que tu as des éléments là-dessus? Je les ai pas, non, je les ai pas. En fait, c'est pas si facile que ça parce que je me souviens que j'avais cherché à avoir la réponse parce que
Le premier réflexe, c'est oui, c'est très énergivore. Et puis à y gratter de plus près, c'était pas tant que ça. Ça consomme, oui, ça consomme. Moi, ce que je peux m'engager à faire, c'est à faire la vraie recherche et à vous donner l'info derrière, là. Oui, tout à fait. Merci. Oui, parce qu'effectivement, ça revient souvent, cette question, Oui. pour les sécheurs. Et donc, Félicien, qui avait levé la main. Oui, Félicien? bonjour à tous. Merci pour la présentation. J'avais des questions plutôt sur l'intrant. Parce que là, vous avez parlé de solutions pour des déchets, des biodéchets assez nobles. Est-ce que vous avez des solutions quand il y a de la contamination plastique, par exemple? Et puis, sur la partie animale, comment vous gérez la partie hygiénisation? Est-ce que vous avez des systèmes de traitement qui sont agréés dans la réglementation SPAN? Ou est-ce que c'est agréé de fait parce que c'est de petites capacités? Voilà. Plastique et viande, est-ce que vous avez des choses à dire? Merci. Alors, oui. J'ai pas compris les questions sur les plastiques. Oui, vous parlez de biodéchets triés à la source. Vous pouvez avoir sur certains flux, par exemple dans les restaurants, vous pouvez avoir du plastique accidentel. Je ne parle même pas des emballés qui sont tout à fait autre chose encore, mais comment sont gérées les éventuelles contaminations en plastique qu'on va avoir, en plastique ou en métal, hein, mais c'est essentiellement le plastique le problème, qu'on risque d'avoir. Alors, quand c'est... Alors, les solutions dont je vous parle, principalement, mon expérience est plutôt dans des écoles, collèges, lycées. Quand on installe des solutions de ce type, on fait de la communication, de la formation auprès des exploitants, auprès des collégiens, des écoliers. On leur apprend à faire le tri et très franchement, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus rien. Ils ont vite compris comment séparer au niveau de leur assiette les plastiques du reste. Pareil pour les déchets de préparation, il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de problème du tout après une formation digne de ce nom. Et s'il faut, on refait, on recommunique. C'est vraiment pas compliqué. Et ça se Mais du passe. coup, dans les écoles, vous y allez chaque année alors, dès qu'il y a des nouveaux élèves Oui, bien sûr. Oui, parce que Oui. j'imagine que ça se... Bien sûr, bien sûr. Oui. Ok. On met en place des ambassadeurs du tri, des responsables au niveau des élèves. Les élèves adorent ça. Hein. Ça se passe super bien. Le problème, il ne va pas être là. Le problème, il va être dans des endroits où on peut moins toucher les gens qui font le tri. Et là, c'est plus compliqué, effectivement. Après ça, pour le traitement viande et poisson, les appareils, alors c'est plus compliqué pour le compostage en bac. Pour autant, on arrive avec le compostage en bac à avoir des belles montées en température pour autant que les praticiens soient bien formés, soient bien compétents. Il est quand même préférable, de mon point de vue, de mettre ça dans des composteurs rotatifs. On a des montées en température là, qui sont très, très fortes et l'hygiénisation se fait. Sur tous ces appareils que je vous ai montrés, on y met la viande et le poisson et le compost peut être normé s'il doit quitter le lieu où il est produit. Donc, vous avez un enregistrement de la température? Il n'y a pas d'enregistrement de la température. Pas d'enregistrement? Non, aucun. Et donc, vous Par n'avez pas contre, pu obtenir un agrément alors, il n'y a pas d'agrément, comment dire, si vous parlez de l'agrément sanitaire, ça, c'est des Ouais. choses que, voilà. L'agrément sanitaire, ça s'obtient en déposant un dossier par rapport à des plateformes.
et c'est obligatoire compte tenu des tonnages. Là, c'est des appareils qui font du compost sur un lieu et pour lequel il n'y a pas d'agrément sanitaire qui est demandé. Pour autant, si le compost doit sortir du lieu, il faut qu'il soit normé. Et quand il y a eu des demandes de normes qui ont été faites, moi j'ai eu à en faire. Le compost est correct et donc répond à la norme NFU 44. Oui, NFU, mais NFU, elle n'a pas d'enjeu. C'est un produit fini, donc c'est pas un enjeu de process. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais c'est pas, voilà, il n'y a pas eu de. Mais c'est intéressant. Et du coup, à partir de quand on est une plateforme, vous savez ça? À partir de quelle taille on est considéré comme une plateforme et à partir de quelle taille on est considéré comme une plateforme à partir du moment sauf erreur, à partir de 52 tonnes. Jusqu'à 52 tonnes annuelles, on est en compostage dit de proximité. Et au-delà, il faut faire cet agrément sanitaire. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce que l'on fera. C'est ce que l'on fait pour les plateformes à la ferme que l'on propose. Ok, merci pour ces réponses. En fait, juste pour le complément, c'est la réglementation ICPE qui fait foi en la matière. Et aujourd'hui, la limite déclarative ICPE est à 3 tonnes par jour de déchets. Donc, en dessous, vous passez sous la réglementation ICPE et vous échappez effectivement à toutes ces problématiques-là, finalement. Pardon, c'était Julien Dutheil Oui. et Aude, hein, pardon. Merci. Merci. Ouais, merci Ouais, Julien. il n'y a pas d'obligation à faire, non, mais on peut le faire. C'est mieux. Et après, pour répondre au suivi de température, il y a des collectivités pour lesquelles on travaille, et à qui on demande notamment, dans le cadre de création de composteurs collectifs, hein, sur leur territoire, de faire du suivi jusqu'au suivi de température, justement, pour contrôler la montée en température des bacs, vérifier qu'on part bien sur de l'hygiénisation au sens propre du terme, et pour autant, les consignes sont de ne pas mettre les produits carnés dans les bacs de compostage collectif, pour les raisons évoquées, mais aussi pour éviter toute nuisance, et en particulier, c'est vrai, et en particulier dans les centres-villes, les rongeurs. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que c'est pas parce que les consignes indiquent de ne pas mettre des produits carnés dans les bacs de compostage collectif qu'on ne fait pas de suivi de température pour vérifier qu'on est bien sur un process de compostage. Alors, peut-être, alors je ne sais pas, il y a un échange donc entre toujours sur le chat, entre Ségolène, Anne-Sophie et Olivier concernant donc de possibles solutions pour des entreprises sans extérieur qui souhaitent en particulier collecter des déchets pour des tonnages faibles de l'ordre de 2 tonnes par jour. Alors, je ne sais pas si Olivier, qui a donné une réponse par rapport à la quantité qui doit être. Oui. Bonjour, c'est Ségolène. Alors, Voilà. Ouais. le 2 tonnes par jour, enfin, du moins, je ne crois pas. Je ne suis pas sûre que ce soit une réponse à ma question. C'est pas du tout 2 tonnes par jour, hein. C'est vraiment pour des petites entreprises qui ont des problématiques de cantine avec voilà, des collaborateurs qui génèrent des déchets. On est sur des choses beaucoup plus petites, mais voilà, et ça tient beaucoup à cœur certaines entreprises de quand même pouvoir utiliser à bon escient les restes, on va dire, des déchets alimentaires. Et voilà, donc moi aujourd'hui, je cherche des solutions de collecte, on va dire plus ça comme ça, ou des solutions tout court pour pouvoir justement permettre aux entreprises de pouvoir aussi mettre en place des actions dans ce sens. Voilà. Parce que je pense que le 2 tonnes était peut-être en réponse à autre chose, je ne suis pas sûre. Oui, voilà. C'est le cas, effectivement. Merci pour vos réponses.
Juste, du coup, je me permets de compléter. Effectivement, le 2 tonnes par jour, c'était en réponse à l'agrément sanitaire. En fait, on a en dessous de 2 tonnes par jour, on n'a pas besoin d'avoir enfin, on est considéré comme du compostage de proximité et au-delà des 2 tonnes par jour à traiter sur place, il faut avoir un agrément sanitaire si on veut traiter des sous-produits animaux catégorie 3. C'était pour répondre à Félicien, enfin compléter le propos de Félicien, me semble-t-il. Oui, merci. Donc, du coup, c'est plus que 52 tonnes an, alors, si je comprends Mais bien. peut-être que Olivier, 52 tonnes, non, c'est le seuil ICPE Oui. et 2 tonnes jour, c'est le seuil, si je comprends bien. Alors, Non, ouais, il y a un non, peu de distinction. C'est 52 tonnes, c'est effectivement sur l'apport de biodéchets alimentaires, uniquement sur cette partie-là. Et après 2 tonnes jour, c'est l'apport quotidien sur la plateforme. Et où là, effectivement, alors c'est Anne-Sophie Davoine qui vient de parler oui, ou pardon, j'ai Oui, pas compris mon nom, ok. Anne-Sophie des alchimistes. Ok, donc elle connaît bien aussi évidemment le sujet, puisque aujourd'hui ils ont 2 projets de micro-plateformes sur l'agglomération toulonnaise, sans dévoiler aucun secret, je pense. Non. Et donc l'idée c'est de passer justement en dessous de ce seuil annuel qui est du coup estimé à peu près 700 tonnes. Voilà, c'est au-delà de 700 tonnes, effectivement. Après, il y a des procédures ICPE à mettre en œuvre. Et à l'intérieur de avant de passer ce seuil ICPE, si on passe le seuil de 1 tonne de biodéchets alimentaires hebdomadaires, là il y a un agrément SPAN C3. Donc de toute façon, à 700 tonnes, de toute façon, il y a quand même l'agrément SPAN C3 à obtenir pour pouvoir de toute façon pratiquer cette activité. Donc il y a à la fois l'agrément sanitaire qui est une chose, et puis à la fois la réglementation ICPE aussi qui en est finalement une autre. Voilà. Je ne sais pas si Pascal, tu voulais rajouter quelque chose apparemment. Oui, ce que je voulais dire, c'est les 52 tonnes annuelles, c'est ce qu'on appelle le compostage de proximité. Voilà. Oui. Et pour ces 52 tonnes, il n'y a pas trop de contraintes administratives qui sont demandées. Non, il y en a pas. Il y en a qui se réfèrent parfois au règlement sanitaire départemental qui est un petit peu ancien. Certains lui reprochent d'être devenu un peu obsolète aujourd'hui au regard de son ancienneté, justement, et de plus être peut-être à jour sur les pratiques d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que si certains le regardent avec précision, il peut être parfois contraignant, le règlement sanitaire, malgré tout, parce qu'il y a des obligations en termes de distance, d'habitation, de points d'eau, etc. Mais voilà, à vrai dire, c'est vrai que quand on est à moins de 52 tonnes de biodéchets alimentaires par jour, c'est du compostage de proximité. Et sur le compostage de proximité, aujourd'hui, donc il n'y a pas d'agrément sanitaire à obtenir. Il y a une possibilité de pouvoir réutiliser après le compost produit sans vérification de la température, parce que voilà, il est estimé aussi que le protocole utilisé permet la montée en température et l'hygiénisation, peut être utilisé dans des espaces verts, mais pas en pratique de potager à but alimentaire. C'est un petit peu la distinction, à la différence de celui qui est produit après sur des plateformes qui, elles, effectivement, obtiennent tous les agréments nécessaires et peut être utilisé après, effectivement normé. Et la norme 44051 est d'ailleurs compatible avec l'agriculture biologique, ce que parfois on se demande, mais voilà, sachez que c'est aussi compatible. Bon, peut-être je vais un peu trop loin. Mais... Voilà. Merci beaucoup pour ces compléments sur des sujets. Alors, c'est vrai que Ségolène, on n'a pas tout à fait répondu à votre question donc sur les aspects de collecte de petits gisements. Merci, c'est ce que j'allais Tout justement. à fait. Non, mais je ne perds pas le fil, hein, vous voyez. C'est le but. Donc là, ouais, c'est vrai que c'est Est-ce que je peux toujours un sujet. peut-être répondre à Ségolène? Bien sûr, et bien évidemment, j'imaginais, oui. Juste pour compléter, parce que effectivement, merci Pascal d'avoir un peu listé toutes les solutions. Et effectivement, dans l'univers des biodéchets, je pense qu'il y a plusieurs. Ce qui est bien, c'est d'additionner les solutions. Nous, c'est ce qu'on prône en tout cas. Et il y a vraiment 2 choses. Il y a avoir la capacité de le faire en interne. Et après, il y a pour des questions de place ou
de moyens humains, le fait de ne pas pouvoir le faire sur place et donc de faire appel à des plateformes industrielles comme présenté. Donc, nous, chez les alchimistes, par exemple, on propose c'est ce que disait Olivier, du micro-industriel, donc des plateformes qui vont être de petite taille. Et nos clients, ça va être des gisements pour des entreprises qui n'ont pas forcément d'extérieur ou qui ne veulent pas internaliser ce problème, entre guillemets. Et donc, on va proposer un service de collecte des biodéchets et de valorisation sur des plateformes de compostage. Donc voilà, je ne sais pas si Ségolène, ça répond à votre question sur un service, mais on appelle ça de la gestion intégrée parce qu'on va aller former les équipes ou les salariés, collecter leurs biodéchets, intégrant du coup les restes d'assiettes SPA3 puisqu'on a un agrément sanitaire, et on va en faire du compost et après on le redistribue soit chez nos clients, soit sur des exploitations agricoles. J'ai essayé de faire Si, ça répond parfaitement, mais du coup, je vais noter vos coordonnées pour peut-être pouvoir vous recontacter par la suite. Et après, petite précision, parce qu'il y avait Lorraine qui, je ne sais pas si elle est toujours là, mais en gros, les alchimistes, c'est une entreprise française au national et on a des filiales. Et sur la région PACA, on a la particularité d'être 2 entités. Lorraine qui s'occupe de la partie Bouches-du-Rhône et moi, on est plusieurs, les alchimistes Var et Côte d'Azur, à s'occuper de la zone 8306. D'accord, moi je suis en PACA, donc. Ça dépend. Du coup, si c'est Bouches-du-Rhône, c'est plutôt Lorraine, et si c'est Var ou Côte d'Azur, c'est plutôt moi. 06. Donc c'est plutôt moi. Voilà. Et votre nom, pardon, puis après Anne-Sophie Davoine. Je vais mettre. De toute façon, je me suis connectée sans rien. Très bien. Bon, merci beaucoup. Bien, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres? Alors, je vois que Félicien a toujours sa main levée, mais je ne sais pas s'il a une autre question ou si c'est juste qu'il ne... Voilà, merci, merci Félicien. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Bien, écoutez, s'il y a pas d'autres réactions, commentaires, questionnements, on va peut-être passer donc à la deuxième partie. Valérie, excusez-moi. Oui, bien sûr. Olivier Guéraldi, oui. Juste sans minimiser les propos d'Anne-Sophie, enfin, je veux dire, l'intérêt de faire appel justement à des sociétés, des petites sociétés, quand justement on a besoin d'une prestation de service, parce que du coup les lieux ne permettent pas effectivement sur place de faire du compostage de proximité. Enfin, à la région et à l'ADEME, on incite aussi quand même à ce que à prendre contact avec les collectivités aussi du territoire pour voir aussi quelles sont les solutions mises en place tout simplement sur le territoire. Il se peut que parfois il y ait aussi des solutions qui sont en cours de réflexion ou qui émergent. Alors sur la zone de carrosse, malheureusement, puisque c'est un peu si j'ai bien compris, la zone sur laquelle on se focalise aujourd'hui, sur malheureusement la métropole Nice-Côte d'Azur, il n'y a pas grand-chose effectivement pour l'instant. Ils ont répondu à un appel à projet ADEME Région sur la valorisation des biodéchets. Avec une expérience test qui va être menée dans quelques quartiers et une réflexion a priori sur la création d'une plateforme. Alors voilà, je le dis parce que pour l'instant c'est une étude qui doit être réalisée, mais vraisemblablement une plateforme qui pourrait accueillir du biodéchet alimentaire. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Les plateformes qui existent accueillent uniquement du déchet vert. En règle générale, il n'y en a pas beaucoup en région de toute façon pour l'instant qui accueillent aussi des biodéchets alimentaires. Mais voilà, il y a aussi ce principe-là quand même de voir aussi auprès de la collectivité, bien entendu, les services qui sont ou qui vont être aussi mis en service pour avoir aussi une cohérence entre le fonctionnement de prestations privées et des prestations, enfin, entre guillemets, publiques. Oui, Voilà. merci beaucoup pour cette précision. Petite vigilance, voilà, une petite vigilance. Non, bien sûr, et de toute façon, c'est le réflexe premier que j'ai. Par contre, éventuellement, je veux bien, si vous connaissez, parce que voilà, on sait comment ça fonctionne, ils sont très nombreux et sur différents sujets, pour gagner un peu de temps, si toutefois vous connaissez des personnes qui sont en lien justement
avec ces projets de tests, je veux bien des noms, bien volontiers pour pouvoir échanger avec eux et en savoir peut-être un petit peu plus, et avoir un peu de visibilité parce qu'effectivement, c'est une entreprise qui est à Nice et donc qui est aussi, voilà, bon, je sais que pour À ma l'instant, il co n'y a à pas ma de solution, mais si mmh. c'est amené à venir quand même, ça mérite peut-être aussi d'attendre un petit peu et de faire ça de manière collective. À ma connaissance, c'est Alexandre Méniche qui s'occupe de ça sur la métropole, mais Alors, voilà, je vais retrouver les coordonnées. Méniche, sachant pardon? D'accord. Alexandre Méniche, Meniiche. Alors, D'accord, H merci. sachant que, merci Olivier de parler de ce point-là, puisque, alors concernant plus particulièrement le territoire qui nous occupe aujourd'hui, donc la métropole de Nice-Côte d'Azur, c'est aussi tout l'objet d'EA, hein, puisque bon, nous on est là pour amorcer pour faire émerger des besoins. Et bien évidemment, comme je le disais en introduction, la métropole de Nice-Côte d'Azur étant un partenaire de notre réseau, un des objectifs, c'est de faire le lien avec les services qui vont bien entre des personnes de la métropole de Nice-Côte d'Azur et des porteurs de projets ou des entreprises qui s'intéresseraient au sujet, mais aussi d'anticiper, de donner à la métropole des éléments qui lui permettent derrière, par exemple, de lancer des appels à projets qui soient ciblés sur des attentes, sur des besoins bien spécifiques qui auraient émergé de nos brainstorms, j'ai envie de dire, avec les acteurs du territoire. Donc c'est aussi, il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter. Bon, la métropole participe aujourd'hui en la personne de Diane à ce groupe de travail et on a bien évidemment vocation à assurer le lien entre les services de la métropole et tous les acteurs qui souhaiteraient avancer sur ces sujets. D'accord. Donc, si vous en êtes d'accord, donc on va peut-être continuer alors sur la deuxième partie, puisque bon, je vous le disais tout à l'heure, hein, nous l'objet c'est bien évidemment de parler des aspects techniques, mais aussi de parler des aspects financiers, puisqu'on le sait hein, aujourd'hui via alors de nombreux dispositifs qu'on voit beaucoup en veille. Donc, vous avez dans le cadre du plan de relance énormément d'opportunités. Que ce soit au niveau de la région, au niveau de l'ADEME, voire au niveau des métropoles régionales. Mais vous avez aussi des dispositifs qui sont plus spécifiques, qui sont souvent moins connus. Et je souhaitais vous donner des éléments sur deux d'entre eux. Donc, le premier, la nouvelle version d'un dispositif qui est le dispositif CEDRE, qui est un dispositif qui est géré par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un dispositif que certains d'entre vous doivent connaître puisqu'il existe depuis 2017 aujourd'hui. Il s'inscrit dans une dynamique très forte de la région qui porte sur ce qu'on appelle le parcours de la transition écologique des entreprises. Et jusqu'à présent, ce dispositif était un dispositif qui permettait à des entreprises d'obtenir des subventions pour engager l'entreprise dans un développement de son activité avec en filigrane une action et une activité en termes de RSE avérée. Donc, Charlotte, s'il te plaît, donc pour faire simple, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez des entreprises qui s'engageaient dans un délai de 3 ans à construire un parcours de croissance qui soit directement lié à des leviers de la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc pour cela, qui pouvaient obtenir des subventions jusqu'à hauteur de 45 000 € pour être accompagnés par des consultants spécialistes de la RSE pour mettre en place un plan d'action, conduire ce plan d'action et bien évidemment, in fine, l'objectif étant de la création d'emplois durables au sein de l'entreprise. Donc, c'était un dispositif qui a perduré jusqu'à 2021,
qui a permis à 180 TPE-PME régionales de rentrer dans cette mouvance de transition écologique en étant fortement aidées par la région. Et donc aujourd'hui, je souhaitais vous faire part des dernières évolutions de ce dispositif, puisque il est un petit peu transformé dans la mesure où vous avez toujours aujourd'hui cette même proposition de dispositif pour les TPE, PME et ETI de la région, qui consiste à rentrer dans un processus d'amélioration de l'entreprise via la RSE. Donc ça ne change pas. Ça s'adresse aussi bien à des éco-entreprises qu'à des entreprises classiques qui soit seraient déjà engagées par certains volets dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, soit n'y seraient absolument pas engagées, mais souhaiteraient fortement le faire, même de manière partielle. Mais il y a vraiment cette idée de volontariat de rentrer dans la RSE et la transition écologique qui doit être avérée. Et donc, pour cela, les entreprises peuvent candidater et, si elles sont retenues, pourront bénéficier d'un accompagnement qui correspond en fait à un coût évidemment payé à 100% par le conseil régional qui correspond à 9 500 € par entreprise. Et donc, l'entreprise va pouvoir rentrer dans un parcours d'amélioration, sachant que j'ai envie de dire la nouveauté en 2022, c'est que par contre, l'entreprise ne pourra plus bénéficier de la subvention qui était jusqu'à présent proposée sur 3 ans aux entreprises pour rentrer dans ce parcours. Par contre, effectivement, elle va avoir tout un panel de consultants mis à sa disposition et évidemment tout l'écosystème régional qui va lui être proposé pour mener à bien son projet avec des experts. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qui seront retenues, au-delà de ça, et c'est ce que vous voyez affiché dans le 3e pavé « Je m'engage », une fois cet engagement pris et donc la signature d'une convention avec la région formalisée, l'entreprise va pouvoir avoir accès à un nouveau dispositif de subvention qui a été créé donc dernièrement par les services de la région, mais qui va cette fois-ci être dédié à des investissements pour mener à bien la transition écologique de son entreprise. Donc aujourd'hui, et c'était un petit peu ce qui va se faire dans beaucoup de dispositifs, en particulier au niveau de la région. Vous allez avoir en fait une conditionnalité des aides régionales à la volonté avérée des entreprises de rentrer véritablement dans un parcours de transition écologique. Donc ces éléments-là vont vraiment devenir indispensables pour avoir recours à plusieurs types de dispositifs de subventions en particulier de la région. Donc là-dessus, c'est important parce que ce dispositif de subvention, Charlotte, s'il te plaît, slide suivante dont je vous ai parlé, il s'adresse à tout un panel d'entreprises très large, mis à part donc les startups qui ne sont pas éligibles à ce dispositif, mais on a effectivement, vous avez là les conditions d'éligibilité pour ces subventions d'investissement qui sont assez larges et qui donc s'adressent à des PME, bon, n'appartenant pas à des groupes, mais et bien évidemment sur le territoire de la région. Donc, ces subventions, donc, comme je vous le disais, peuvent aller
jusqu'à 100 000 €, avec un taux d'aide évidemment qui varie en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction du projet, donc qui peuvent aller de 40 à 70%, avec quand même une nécessité d'un budget minimum d'investissement de 14 000 €. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en 2022, ce dispositif sera réservé aux 180 entreprises qui ont déjà, par le passé, intégré la communauté CEDRE, mais bien évidemment, dès 2023, il sera ouvert aux entreprises qui se seront engagées en 2022 dans ce dispositif. Et donc, en matière d'investissement, je dirais, c'est mis à part certains investissements qui sont exclus, que vous avez, qui vous sont présentés dans cette slide-là. Je dirais le spectre de possibilités en termes d'investissement est très large. Donc, avec un budget qui est dévolu à ce dispositif, qui est de 1 million d'euros donc par an. Donc, aujourd'hui, vous avez ici une des possibilités pour toute entreprise qui souhaite s'équiper en particulier, et sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc mettre en place des actions qui nécessitent des investissements en matière de gestion et de valorisation des biodéchets. Vous avez cette possibilité, comme je le disais, tout autant que vous soyez soit déjà engagé dans la communauté CEDRE pour en bénéficier en 2022, ou alors intégrer cette communauté en déposant un dossier CEDRE, qui sont alors des dossiers simples à monter, et qui vous permettent justement, qui vous permettront de bénéficier de subventions d'investissement, mais aussi, le message est important à comprendre au niveau de la région aujourd'hui. Ces entreprises qui s'engagent seront celles qui seront fléchées et qui seront favorisées en matière de subventions et de guichets divers et variés qui seront proposés dans le cadre de la croissance des entreprises par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, n'hésitez pas, alors avant de passer la parole à Amine, n'hésitez surtout pas, bien évidemment les slides vous seront adressés, mais n'hésitez pas pour toute question, soit vous avez une adresse mail générique qui est affichée sur la slide, soit envoyer un mail, soit passer par EA Eco-Entreprise, qui est un des prescripteurs du dispositif CEDRE en région, et donc qui peut vous permettre de vous aider à monter les projets et surtout à suivre l'avancement de votre projet en lien avec la région. Donc, donc, ceci étant dit pour le dispositif CEDRE et son évolution, écoutez, je vous propose de passer la parole pour le deuxième dispositif à Amine Kajouj de BPI France, qui, lui, va nous présenter le panel de prêts de diagnostic vert proposé par BPI, là encore, qui peut s'adresser à la fois aux éco-entreprises, mais aussi aux entreprises générant des biodéchets. Amine, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis très ravi de faire partie de ce groupe de travail sur un sujet qui nous tient à cœur chez BPI France. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de deux dispositifs parmi d'autres qu'on a développés, mais qui sont en lien direct avec le thème d'aujourd'hui. Donc moi, je représente BPI France, donc BPI, Banque publique d'investissement, public parce qu'on est détenu à parts égales par l'État et la Caisse des dépôts. Donc, on accompagne les entreprises, tout type d'entreprise, quelle que soit leur taille, de la petite entreprise jusqu'au grand groupe
avec évidemment des dispositifs de financement, mais aussi avec des dispositifs de conseil, d'accompagnement, de formation des dirigeants d'entreprise et des équipes dirigeantes sur différentes thématiques qui va de la stratégie, l'organisation, la RH, et de plus en plus avec des dispositifs verts. Donc on se positionne clairement aujourd'hui comme étant la banque du climat. Mais l'actualité en 2020-2021 a fait qu'on était au devant de la scène avec la crise Covid et avec tous les dispositifs, les prêts garantis par l'État et les dispositifs d'aide à la relance sur lesquels on était opérateur au compte de l'État. Donc, on a développé plusieurs dispositifs aujourd'hui pour aider les entreprises à faire les premiers pas dans leur transition énergétique. On a fait une étude par notre laboratoire de statistiques et le résultat, c'était 80% des dirigeants sont conscients de la nécessité de mener des actions dans leur entreprise pour réduire l'impact sur l'environnement, mais ne savent pas trop par où commencer. Donc, on a développé quelques outils très simples à activer rapidement, des outils en ligne comme un autodiag de transition énergétique pour mesurer la maturité de votre entreprise sur ces sujets-là. On a développé des formations gratuites, courtes, en ligne, sur le site BPI France Université. Donc, si vous tapez sur Google BPI France Université, vous allez trouver pas mal de contenu sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, donc j'ai choisi de vous présenter deux dispositifs. Un dispositif d'accompagnement de conseil qui s'appelle le Diag Ecoflux et je vais vous parler plus globalement des dispositifs financiers pour financer votre transition énergétique, notamment la mise en place de systèmes de traitement des déchets, de valorisation de déchets. Donc, on peut mettre cette vidéo qui résume bien déjà le Diag Ecoflux. Il n'y a pas le son, mais je vous ferai le commentaire par la suite, mais c'est juste pour... on peut la lancer. Voilà, il y a effectivement moins d'informations parce que le son n'est pas présent. Mais en gros, donc le Diag Ecoflux, c'est un programme très simple et rapide à activer si vous le souhaitez. Il s'adresse aux entreprises de plus de 20 salariés. Donc, comment on accompagne ces entreprises dans cette démarche-là? On a sélectionné 60 bureaux d'études spécialisés en la matière qu'on vous met à disposition. Donc, en quoi consiste exactement le Diag Ecoflux? Il va vous permettre de réduire vos flux d'énergie, de matière et la consommation d'eau et l'optimisation de vos déchets. Donc, en fait, l'objectif de ce dispositif est double. Un, vous aider dans une démarche de transition énergétique et de la maîtrise de l'impact de votre entreprise sur l'environnement. Et deux, concrètement, c'est de réaliser des économies. On a vu sur la vidéo que les entreprises qui ont réalisé ce dispositif réalisent jusqu'à 200 € par salarié par an d'économie. Alors, comment on vous accompagne concrètement? Donc, le bureau d'études qui va être choisi va bien sûr être spécialisé dans la transformation des matières et dans l'optimisation des matières. Et de préférence, on va choisir un bureau d'études local, parce qu'effectivement, on a bien entendu l'importance de travailler dans un circuit régional. Et donc, ce bureau d'études va être
va avoir la connaissance de toutes les pistes qu'on peut activer au niveau régional, voire local. Donc, ce dispositif dure 12 mois. Si on le décompose, c'est 4 étapes. Donc, la première étape, j'ai envie de dire, c'est la plus importante parce que le bureau d'études va vous rencontrer, va visiter vos locaux. Il va diagnostiquer, analyser vos pratiques de consommation d'énergie, d'électricité, d'eau, vos traitements de déchets. Il va travailler avec vos équipes pour décortiquer vos pratiques. Il va également analyser vos factures d'eau, d'électricité, vos contrats également. Comment vous achetez vos matières, comment vous transformez vos matières, est-ce qu'il y a de la perte entre l'achat et la transformation de vos matières. À la fin de cette phase d'analyse, qui dure en moyenne 3 semaines à 4 semaines, donc c'est assez rapide, on va co-construire avec vous un plan d'action pour réduire vos flux d'énergie, de matière, d'eau et de déchets. Concrètement, on va chiffrer avec vous les actions que vous pouvez réaliser. Donc, c'est vraiment des actions très opérationnelles et très réalisables. On va chiffrer chaque investissement, hein. Il y a des investissements qui coûtent 0, comme par exemple, si le bureau d'études réalise que vous payez le kilowattheure un peu plus cher que le marché, il va tout simplement vous préparer un courrier pour renégocier avec votre fournisseur d'électricité, ou il va vous orienter vers un autre fournisseur. Il va faire le même travail sur le gaz, le fuel, vos sources d'énergie. Et il va également vous chiffrer si il y a un investissement intéressant à réaliser, qui a un retour sur investissement très rapide. Je prends un exemple, vous avez un système d'éclairage qui est ancien, donc il va chiffrer par exemple tout simplement l'investissement pour changer vos ampoules en LED, et il va également vous orienter dans un guichet si cet investissement est éligible à une subvention, parce qu'il y a des subventions qui sont disponibles, mais on ne le sait pas forcément. Donc, vous aurez un peu des astuces comme ça pour pouvoir réaliser des économies, et on a même sur certaines activités des entreprises qui ont eu des résultats beaucoup plus importants que 200 € par salarié par an, parce qu'ils ont pu réaliser des investissements pour améliorer leurs installations et leur manière de produire avec une manière durable et vertueuse. Donc, la première étape, c'est 3-4 semaines. Vous avez déjà ce rendu et cette analyse avec un plan d'action à réaliser. Le bureau d'études reste à votre disposition pendant 12 mois avec des étapes régulières avec le bureau d'études. Si vous avez des questions sur une action, ou si vous voulez, par exemple, dans les actions, il y a le changement de système de chauffage pour un système moins énergivore, par exemple, le bureau d'études peut vous aider à analyser, par exemple, les devis que vous recevez. Et il y a tout un travail aussi de sensibilisation de vos équipes pour entamer cette transition énergétique. Donc, 3-4 semaines de diagnostic suivi de la livraison de ce plan d'action, et 12 mois de suivi personnalisé. Et puis, à la fin de ces 12 mois, on refait un bilan pour savoir les actions que vous avez déjà menées et les résultats réalisés. Donc, voilà en quoi consiste le Diag Ecoflux. C'est un diagnostic qu'on a développé avec l'ADEME. On a depuis fin 2019 déployé plus de 1500 Diag Ecoflux au niveau français. Donc,
Je vous ai mis sur ce diapo le site pour vous demander cet accompagnement. Il suffit de vous inscrire sur le site diag-ecoflux.bpifrance.fr. Le coût qui est affiché ici, c'est le reste à charge pour votre entreprise, sachant que c'est un dispositif qui est fortement subventionné à plus de 50%. Donc, le coût, globalement, c'est 2 000 € pour les entreprises qui comptent de 20 à 50 salariés et 3 000 € pour les entreprises de 51 salariés à 250 salariés. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur ce Diag Ecoflux. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat et puis je vous mettrai de toute façon mes coordonnées dans le chat, comme ça, si vous avez des questions, on peut regarder d'une manière individuelle si vous souhaitez activer ce dispositif. Donc, je voulais aussi vous parler de nos dispositifs de financement sans pour autant rentrer dans les détails techniques de financement. Nous avons développé ce qu'on appelle des prêts verts qui visent à financer vos investissements qui contribuent à la réduction de l'impact de votre entreprise sur l'environnement. Par exemple, installer des bacs de compostage présentés par Pascal, c'est éligible à ce type de financement. Isoler vos locaux, investir dans un nouvel outil industriel moins énergivore, renouveler votre parc automobile pour financer des véhicules électriques, hybrides, être accompagné pour valoriser vos déchets. Donc, nous pouvons financer ces investissements qui peuvent aller de 10 000 € jusqu'à 5 millions d'euros. Essentiellement, on finance aux côtés de votre banque classique, ce qui permet de partager le risque et ça rassure aussi les banques classiques pour vous accorder le financement. L'avantage de ce prêt, c'est vraiment les conditions financières très intéressantes parce qu'on a une mission publique de l'État pour encourager donc ces investissements verts dans le cadre de la transition énergétique et sur des durées d'amortissement assez longues pour cette typologie d'investissement, donc qui peuvent aller de 2 ans jusqu'à 10 ans. Avec les différés d'amortissement, on vous laisse le temps de réaliser ces investissements et commencer à obtenir les premiers résultats avant de commencer à rembourser le prêt. Et puis, c'est un prêt, on ne va pas vous demander de garantie bancaire. On ne va pas vous demander la caution du dirigeant ou le nantissement sur le fonds de commerce ou sur l'hypothèque sur les bâtiments, etc. Donc, voilà. Bien sûr, ça reste un prêt et il est soumis à une analyse de la capacité de l'entreprise à le rembourser. Donc, là encore, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des investissements de ce type. Ici, dans la région, nous avons 3 implantations, donc une à Marseille, une à Avignon, une à Nice, donc qui couvre le territoire de Carrosse. Certains d'entre vous doivent déjà connaître les équipes de Nice et si vous ne connaissez pas les chargés d'affaires de Bpifrance, je vous mettrai mes coordonnées, je vous mettrai en contact avec plaisir. Donc, j'ai fini. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, Amine. Donc on le voit, donc en termes de financement, il y a quand même beaucoup de possibilités aujourd'hui pour les entreprises. Donc, à la fois pour les éco-entreprises qui souhaitent se développer, mais aussi pour des entreprises et en particulier des industriels qui est quand même la cible aujourd'hui de nos échanges, donc de possibles industriels qui souhaiteraient s'engager dans cette transition écologique. Et donc, pour ce faire, qui aurait besoin de soutien, soit sous forme de prêt, soit sous forme de subvention. Alors, pour revenir un petit peu à l'objet même de notre sujet aujourd'hui, j'aurais souhaité, j'aurais souhaité, si possible, avoir les retours et l'intérêt, je dirais, le retour d'intérêt de certains d'entre vous
qui faisait partie des industriels qui nous avaient demandé justement plus d'infos sur ces questions de biodéchets. Alors, je ne sais pas si Charlotte nous entend. Voilà, merci Amine. Et si donc elle peut indiquer les participants parmi nous aujourd'hui qui étaient justement sur Carrosse demandeurs de ces informations. J'aurais souhaité quand même avoir un retour de leur part et puis voir éventuellement aussi comment sur ce sujet de la valorisation des biodéchets sur le territoire de la métropole, il était possible de monter plus de projets, de déployer plus de projets. Donc on l'a vu avec les alchimistes, il y a matière à faire des choses. Donc Pascal, je pense aussi, est tout à fait partie prenante de ce type d'initiative. Encore faut-il, toujours pareil, qu'il y ait des attentes, qu'il y ait des besoins qui s'expriment pour que derrière, on se mette en action pour les mettre en œuvre. Donc, les deux principaux, là, on a Arco Pharma et la SLIC. D'accord. Donc, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous attendez de plus, entre guillemets, ce que vous retenez des informations. Alors, Arco Pharma, je ne vois pas. Moi, malheureusement, je n'ai pas les personnes, le nom des personnes. Oui. Alors, moi, je suis là. Pour la SLIC, je suis là. Parfait. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Oui. Je voulais savoir, sur les dispositifs BPI France, là, le coût écoflux, il était pour les entreprises de 20 salariés, mais nous, on n'est pas une entreprise, on est une association. Est-ce que ça change l'éligibilité? Et on n'a pas non plus 20 salariés. Donc, je pense que ça passe pas. Amine, je te laisse répondre. Oui, excusez-moi, si vous pouvez reposer la question. Oui, donc je parle pour le nom de la SLIC. La SLIC, c'est une association des copropriétaires de la zone industrielle de Carrosse, donc nous ne sommes pas une entreprise. Je voulais valider l'éligibilité à l'écoflux en tant qu'association et non entreprise. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, effectivement, c'est un cas très particulier. On peut l'étudier et demander de le déployer, mais ça passe par une dérogation. On a déjà eu le cas, par exemple, dans un marché collectif où effectivement c'était une association qui mettait à disposition des commerçants à l'intérieur, donc les locaux. Voilà. Et on a pu. C'est un peu ça, oui. Oui, donc je pense qu'il y a une possibilité. On peut effectivement, au cas par cas. Donc il faut que je vois avec vous à ce moment-là ou oui, une autre personne? Bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mail avec la nature des locaux et la composition de ce collectif, et puis on peut demander une dérogation. Très bien. Merci. Avec plaisir. Bonjour à tous, je suis Laurent Froucoutage, je représente les laboratoires Arco Pharma situés à Carrosse. Donc, en tout cas, je vous remercie pour ces présentations qui étaient très intéressantes et enrichissantes. Concernant nos déchets, nous, principalement, ce sont des déchets verts, des déchets organiques, donc on ne sont pas du tout des déchets alimentaires. Nous avons environ 90 tonnes de déchets verts. Et voilà, pour le moment, effectivement, elles partent vers une plateforme de compostage. Mais effectivement, la difficulté, c'est de trouver différentes plateformes à proximité de Carrosse pour pouvoir avoir cette possibilité de compostage à des distances courtes. Voilà. D'accord. Et vous n'êtes intéressé que par ces solutions de compostage, ou bien est-ce que la valorisation, ces déchets verts autres, c'est-à-dire en particulier une valorisation énergétique par des mini-centrales, pourrait vous intéresser? Alors, ça pourrait être intéressant. On serait prêt à étudier
possibilité, rien ne nous arrête sur les études qui pourraient être faites sur nos déchets verts, nos plantes et nos végétaux. D'accord. Alors, sachant que, alors, de mémoire, je pense qu'Arcopharma est une ETI. Oui. Hein, plutôt une ETI. Donc, je ne sais pas si du coup, vous rentrez dans les dispositifs tels que, les deux dispositifs. Non, je ne suis pas certain. Je ne pense pas. Vous n'êtes pas une ETI? D'accord. Il faut voir le nombre de salariés. On est à plus de 850, 900 salariés. Ah oui. Oui, donc effectivement, alors après, il y a d'autres, bon, mais ça, je pense qu'on y travaille parallèlement on travaille parallèlement avec votre entreprise sur les différents besoins, mais il y a d'autres dispositifs, en particulier de la région, qui vous sont accessibles sur ces sujets-là. On peut voir ça ensemble, et on est en train de le voir justement avec nos équipes. D'accord. Pour le moment, on a notre solution sur nos déchets végétaux puisqu'ils partent vers un centre de compostage à proximité. On a la chance d'avoir effectivement, je dirais, on peut ne pas le nommer, Veolia, avec une plateforme de compostage se trouvant à environ 500 mètres de l'entreprise, ce qui est un gros point positif pour le transport. Et l'empreinte carbone que ça pourrait influencer sur la distance. Bien sûr. C'est important que Bien l'on sûr, prenne bien en sûr. compte également. Tout à fait. Là, on est en plein on rentre dans l'économie circulaire et c'est une solution appréciable. On attache beaucoup d'importance à la proximité du traitement de nos déchets, que ce soit le recyclage ou le compostage. Voilà. Si c'est pour envoyer à recycler nos matières à Lille, je n'ai pas forcément pour. Oui, effectivement, c'est tout l'enjeu. Voilà. Alors, je vois que Pascal souhaite intervenir. Pascal, je t'en prie. Oui, en complément, par rapport aux entreprises qui sont dans la zone de Carros, nous, le projet que l'on mène dans les Bouches-du-Rhône, on le fait avec un réseau d'agriculteurs. Ces réseaux d'agriculteurs, ils se créent au travers de la Chambre d'agriculture avec lequel on a des contacts très, très forts au niveau des Bouches-du-Rhône, mais j'ai commencé à avoir des premiers contacts avec la Chambre d'agriculture du 06 et ces agriculteurs, de plus en plus, pour ceux qui sont en conversion bio, sont intéressés par avoir des composts de belle qualité. Donc, si il y a sur cette zone des industriels qui ont des biodéchets, qui sont intéressés par ces projets-là, on peut démarrer quelque chose aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le projet de compostage à la ferme démarre dans les Bouches-du-Rhône, mais est en train de s'étendre sur les autres départements de la région. D'accord. Merci Pascal. Alors, oui, donc des informations qui arrivent au niveau du chat. Alors, sur la zone de Carros, j'aurais souhaité peut-être passer la parole à Domitil, qui est chargé de mission du CAIPDV, puisque donc le CAIPDV connaît très bien les industriels de cette zone. Pour travailler avec eux évidemment depuis des années. Et donc Domitil peut peut-être nous faire un retour justement sur cette question des biodéchets et sur la manière dont on peut aujourd'hui
continuer à travailler sur le sujet et trouver peut-être en complémentarité évidemment avec ce qui se fait déjà d'autres solutions sur la zone pour les industriels qui sont producteurs de ces biodéchets. Domitil, si tu es là. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. En fait, moi je pense déjà dans un premier temps, il faudrait identifier quelles sont les entreprises qui potentiellement peuvent générer du biodéchet, puisque nous, à l'heure actuelle, dans le cadre de notre opération de gestion des déchets, il y a très peu d'entreprises qui font le tri des biodéchets à la source. Donc, je pense qu'il faudrait faire une opération de sensibilisation et ensuite cibler les entreprises qui sont concernées par le changement de réglementation sur la collecte des biodéchets. Et ensuite comment dire, mes mots, mettre en place des actions qui vont favoriser la mise en place de cette collecte séparée. Nous, à l'heure actuelle, on a très peu d'entreprises qui font de la collecte de biodéchets. On n'en a même pas 10 dans la zone industrielle. Est-ce que vous m'entendez? Oui, et potentiellement, donc, je dirais, pour être positive, il y a donc une marge de progression qui est importante oui, à ce niveau-là. Il y a une marge de progression parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent dans l'agroalimentaire ou qui bossent pour l'agroalimentaire. Et donc, ils ont des potentiels biodéchets. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est des biodéchets emballés. Oui, donc. Ouais, c'est ça qui va être le frein à l'heure actuelle, parce que des restaurants, on n'en a pas beaucoup. Et les entreprises qui travaillent dans l'agroalimentaire, il y en a quelques-unes. Il faudrait voir si elles ont maximisé leur prix à la source des biodéchets. Et les autres, ça va être de la logistique où ils vont travailler pour l'agroalimentaire. Donc, ils peuvent avoir des invendus, des choses comme ça. Et ça va être des biodéchets emballés. Oui, donc, autre problématique, à lever. Et en plus, comme ce sont souvent, la plupart des entreprises de la ZI sont des TPE-PME, donc elles génèrent très peu de déchets. Donc, ça veut dire qu'elles vont devoir mettre en place une collecte séparée pour un petit tonnage de biodéchets. Donc, c'est compliqué parce que ça va pour elles leur demander une manip en plus à demander à leurs salariés avec un coût supplémentaire. Donc, ça nécessiterait une réelle sensibilisation pour les salariés et pour les chefs d'entreprise. Alors, je pense que les entreprises se groupent. Oui. Déjà, il faudrait effectivement, mais on en revient toujours, je pense, avec ce que tu dis, Domitil, au même sujet, au même constat, qui est la nécessité, l'absolue nécessité de communiquer et de sensibiliser les industriels ou les entreprises de manière générale à la transition écologique / thématique particulière, là en l'occurrence gestion des biodéchets, qui nécessite en amont, quelles que soient les actions, et on le voit sur Carrosse, un travail de sensibilisation, alors qu'on peut, je pense, qu'on peut faire en contextualisant la problématique et peut-être en allant tout simplement questionner en B2B les industriels pour savoir ce qu'ils génèrent, comment est-ce qu'ils abordent le problème, quels sont les freins aujourd'hui identifiés, pour derrière essayer effectivement en mutualisant
en mutualisant pour les petits les gisements, voir un petit peu ce qui peut être proposé de nouveau sur ce sujet-là. Absolument. Surtout qu'en plus, la problématique des biodéchets, c'est que c'est un déchet fermenté cible. Donc, si une entreprise génère peu de déchets, malgré tout, il va falloir qu'il y ait une collecte régulière. Tout à fait. Très régulière. Donc, ça veut dire que c'est soit on mutualise entre un système de collecte, un point de collecte entre plusieurs entreprises, ou soit les entreprises vont être collectées de manière séparée avec des bacs la plupart du temps vides. Effectivement. Ouais. D'autant que l'intérêt pour l'entreprise, c'est qu'elle génère suffisamment de flux pour pouvoir avoir un bac qui va se remplir rapidement et qui va pouvoir être collecté rapidement. Alors, il y a une question qui me paraît importante, c'est le positionnement aujourd'hui de l'agglo vis-à-vis des déchets et des industriels présents sur la zone de Carros. Aujourd'hui, est-ce que l'agglo collecte, c'est l'agglo qui collecte les déchets sur la zone? Ou est-ce que c'est déjà une zone exclue du périmètre du service public de gestion des déchets de l'agglo? Alors, c'est un petit peu compliqué. C'est que nous, le CIPDV, en 2004, on a mis en place une collecte des déchets. Parce qu'à l'époque, la communauté de communes qui gérait la zone industrielle ne collectait plus, ne voulait plus faire de collecte. C'était trop compliqué à gérer. Donc, nous, on a mis en place une opération de gestion des déchets où il y a 15 flux de déchets différents collectés, en bac, en benne, en compacteur, en presse à base, tout ce qu'on veut, avec la fréquence de collecte aussi qui est choisie par l'entreprise. Donc, c'est vraiment un système à la carte. Depuis 2012, on est passé en métropole et aussi on était exonéré du coup de la TOM. Et quand c'est passé métropole, en fait, la métropole a remis la TOM et elle a un service de collecte à destination des entreprises, mais elle n'en fait pas la promotion dans la zone parce qu'ils sont déjà suffisamment débordés comme ça. Mais s'il y a des entreprises qui en font la demande, peuvent être collectées par la métropole, mais il n'y a que 6 flux de déchets collectés dans le cadre de la métropole et collectent que en bac. Et la fréquence de collecte est fixe. Donc, que le bac soit plein ou vide, la métropole vient collecter. Donc, en fait, ils savent, ils ont mis un service en place en lien avec ce qu'ils peuvent faire dans le cadre de la réglementation. Et nous, nous depuis 2004, on est déjà allé beaucoup. Et ça intègre le flux biodéchets? Je ne crois pas. Alors, dans les 6 flux de la métropole, je ne pense pas. Je ne crois pas non plus. Ouais. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, cette réflexion sur le tri à la source des biodéchets et l'imposition au 1er janvier 2024 de généraliser le tri à la source pour chacun des usagers du service public de gestion des déchets, c'est une réflexion qui est portée par les collectivités et l'agglo, avec un positionnement qui doit être pris sur le mode de pré-collecte et de collecte, mais aussi le périmètre, de façon plus générale, le périmètre d'activité du service public de gestion des déchets, et en particulier la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais des professionnels? Et du coup, souvent, jusqu'à cette prise de décision, et c'est vrai pour le flux ordures ménagères et les autres flux, et en particulier les flux biodéchets, souvent, ça part de là, c'est-à-dire quel est le positionnement de la collectivité et du coup, comment je gère mes biodéchets. Alors, je parle pour des petites entreprises qui produisent peu de flux. En général, les grosses restaurations collectives, les gros producteurs de biodéchets, ils ont leur propre filière de gestion. Absolument. Ils contractualisent effectivement avec des prestataires privés, des petits, des gros, peu importe. Mais souvent, la démarche, elle vient du fait qu'ils sont exclus du périmètre du service public de gestion des déchets. J'ai pas le sentiment, j'ai cru comprendre qu'il y avait une représentante. C'est ce qui s'est passé pour nous en 2004. Ouais. Mais ouais, comme depuis la métropole, depuis que c'est passé métropole, ils ont changé leur fusil d'épaule.
nous, on a toujours notre opération de gestion des déchets qui est un succès et qui est allé beaucoup plus loin que ce que proposent les services publics. Et maintenant, on se retrouve dans une position où il y a aussi une collecte faite par la métropole, mais qui est, on va dire, beaucoup moins élaborée. C'est pas méchant ce que je dis, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui est beaucoup moins élaborée et beaucoup moins fluide que la nôtre. Donc là, à l'heure actuelle, on se trouve dans une position un petit peu compliquée, quoi. Mais il va falloir qu'on compose maintenant avec la collecte de la métropole. Donc effectivement, alors pour revenir sur ce que disait Julien qui connaît bien le sujet, donc l'idée ce serait vraiment alors de se focaliser, si j'ai bien compris, sur ces gisements de TPE, PME, enfin d'entreprises, donc voir un petit peu premièrement ce que ça représente en termes de gisements et où en sont les entreprises à ce niveau-là, et après derrière, avec ces éléments-là, se coordonner avec la métropole pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils comptent faire sur ces gisements-là, et pour effectivement peut-être proposer une alternative qui pourrait être une alternative portée par le CAI-PDV. Tout cela pouvant faire l'objet d'analyses et d'études qui aujourd'hui peuvent être prises en charge et rentrent complètement dans les prérogatives de la région d'accompagnement des zones industrielles pour justement faire monter en compétence ces zones en matière de transition écologique. Donc je pense que derrière, il y aurait des possibilités pour mener à bien une telle étude et pour derrière pouvoir décliner des solutions opérationnelles avec les financements qui vont bien aussi, qui pourraient émerger. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est même une très bonne idée. Et nous, en fait, on a mis en place un comité technique pour assurer le suivi de notre opération de gestion des déchets. Et comme nous, on propose déjà les biodéchets, on peut très bien, dans le cadre de notre opération de gestion des déchets, comme tu dis Valérie, demander à faire une étude et après rencontrer les entreprises pour savoir quels sont les freins, les leviers pour la mise en place d'une collecte. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne par consultation. On fait des consultations. Comme ça, vis-à-vis de nos adhérents, on choisit la solution qui est la plus adaptée à leurs besoins. Si c'est la métropole, ce sera la métropole. Si c'est un prestataire privé, ce sera un prestataire privé. C'est ça. J'ai une petite question. C'est Anne-Sophie des Alchimistes. Juste les entreprises aujourd'hui qui sont collectées sur la zone, elles sont collectées par qui? Par Veolia. D'accord. En fait, tous les 3 ans, on fait une consultation et on choisit un prestataire privé. Donc, ils nous répondent et on choisit. Et donc là, c'est Veolia en ce moment qui est sous contrat avec nous. C'est un marché que vous allotissez en fonction des flux ou c'est un marché global de gestion, de collecte des déchets sur la zone? Alors nous, dans notre cahier des charges, donc on offre la possibilité de répondre par lot. D'accord. Mais après, nous, ce qu'on veut pour éviter que ça devienne beaucoup trop compliqué, c'est que s'il y a des collectes par lot, c'est qu'à un moment, il y a un chef d'orchestre et qui pilote un peu tout ça. Parce que nous, c'est IPDV, association, on aurait du mal à gérer 5 ou 6 prestataires différents. Et par contre, référencer par exemple 2 prestataires, je dis ça parce qu'effectivement, mardi, j'étais dans une discussion avec l'ADETO, qui est une zone d'activité dans l'ouest du Var. Nous, il y a la collectivité qui se retire de la collecte des entreprises avec mise en place de redevances spéciales. Et donc, les entreprises et les associations cherchent des solutions. Et aujourd'hui,
on réfléchit justement avec Veolia à proposer une offre qui ne serait pas une offre commune, mais une offre, on va dire, complémentaire, puisque Veolia, nous, en tout cas dans le Var, ils font de la caisse palette et nous, on fait du bac 120 litres, par exemple. En fait, on se dit que nous, et il y a la métropole qui continuerait de collecter si c'est adapté. Donc, en fait, c'est essayer de proposer plusieurs solutions différentes en fonction du besoin du client. Absolument, mais ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous, enfin nous c'est ce qui est valable sur la métropole Nice-Côte d'Azur. Je ne sais pas si c'est valable ailleurs. Et en fait, lorsqu'une entreprise est collectée par la métropole, cette entreprise ne peut pas être collectée en parallèle par un prestataire privé. La métropole n'a pas le droit de collecter une entreprise qui fait aussi appel à un prestataire privé. C'est-à-dire que la métropole ne peut collecter qu'une entreprise pour tous ses déchets. Si elle fait appel à quelqu'un d'autre en parallèle, la métropole est obligée de se retirer. D'accord. Renseignez-vous là-dessus. Et en fait, nous ce que je vous dis, j'en ai même pas encore parlé aux instances dirigeantes du CIPVV parce que je l'ai appris il y a quelques jours seulement. C'est que la métropole a une limite en termes de tonnage. C'est-à-dire qu'une entreprise qui génère trop de déchets ne peut, réglementairement parlant, pas être collectée par la métropole. Ouais, alors effectivement, ce seuil, c'est un seuil que définit la collectivité, à partir duquel elle considère Voilà. que Donc, le producteur professionnel n'est plus ce qu'on au-delà, appelle un assimilé. au-delà, la métropole va dire non, c'est pas possible. C'est Et ça. ensuite, si, je vous dis une bêtise, vous voulez être collecté par la métropole pour les déchets résiduels et le papier, et que vous faites appel à un prestataire privé pour le carton et le verre, la métropole va vous dire non, 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 c'est soit vous faites tout collecter par la métropole, soit nous, on se retire. C'est pour ça qu'en fait, vos solutions complémentaires, il faut qu'elles se fassent en fonction du tonnage des entreprises. C'est-à-dire que vous, sur votre zone, il faut que vous disiez, voilà, en dessous d'un certain tonnage, il y a l'offre de la métropole et il y a l'offre des prestataires privés. Et au-dessus d'un certain tonnage, ce sera forcément un prestataire privé. Au-dessus de ce seuil, c'est une exclusion du service Oui, parce ouais, qu'ils n'ont pas le droit. Et que si les prestataires privés qui agissent sur ce territoire la prennent, la métropole, ils peuvent se prendre un procès. Ils n'ont pas le droit. Ouais, Nul n'est censé ignorer la loi. Ouais, c'est pas la loi, hein. C'est pas une question c'est pas une question réglementaire. Mais effectivement, c'est un choix de la collectivité de définir un seuil au-delà duquel elle exclut les producteurs de déchets qu'on considère ne plus être des assimilés, ce qu'on appelle des assimilés, c'est-à-dire assimilés à un particulier. Exactement, Donc c'est les effectivement un déchets choix. Ouais, tout à fait. assimilés C'est aux un ordures choix de la ménagères. collectivité. Ouais, tout à fait. Absolument. Mais qui pourrait, j'ai entendu parler de redevance spéciale pour le coup sur une autre collectivité, où effectivement on peut aussi faire, la collectivité peut faire les choix, et c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, à propos des biodéchets, peut faire le choix, dans le cadre du financement de son service déchets, mettre en place ce qu'on appelle une redevance spéciale et faire payer le producteur de déchets comment dire, au prorata des déchets produits, c'est-à-dire finalement de faire payer le service au prix coûtant. C'est-à-dire ça me coûte tant de venir collecter vos déchets chez vous, je vous fais payer une redevance spéciale qui est spécifique aux professionnels pour collecter vos déchets. Alors, Et là, pardon, je vous laisse finir. Et là, c'est au choix du professionnel de soit payer cette redevance spéciale en considérant que le prix est juste, soit de faire appel à un prestataire privé en considérant que potentiellement, il pourra payer moins cher la gestion de ses déchets en faisant appel directement et en contractualisant avec un prestataire, en se disant que ce sera moins cher que la redevance spéciale que lui demande la collectivité. Alors nous, au niveau de la métropole Nice-Côte d'Azur, il y a la redevance spéciale. Mais en fait, quand la redevance spéciale est inférieure au coût de la TOM, l'entreprise ne paye que la TOM. Ouais. Ouais.
C'est ça aussi qu'il faut se dire. Oui. Alors que si l'entreprise fait appel à un prestataire privé, elle va forcément payer la TOM plus la prestation du prestataire privé. Ouais, effectivement, c'est ce qui se pratique à peu près partout. Ouais. Donc, c'est un sujet qui est très compliqué. Qu'on adore, c'est une question travailler. d'arbitrage et c'est une question de choix. Et c'est aussi une question de peut-être de partenariat qu'on arriverait à mettre en place entre les pouvoirs publics et les prestataires privés, ce qui n'est pas toujours facile dans le domaine des déchets. Non, sujet sensible. Hein. Les collectivités aujourd'hui ont plutôt tendance, effectivement, à limiter leur activité auprès des professionnels. La tendance, elle est là. Clairement, les collectivités pour lesquelles on travaille, et en particulier sur le sujet biodéchets, ont tendance à franchement réduire, voire supprimer le service auprès des professionnels en disant vous avez la capacité, à partir du moment où vous n'êtes pas considéré comme assimilé, évidemment, mais en gros, vous avez la capacité et l'obligation de vous débrouiller tout seul, débrouillez-vous tout seul. Et c'est clairement aujourd'hui, en tout cas pour un certain nombre de collectivités avec lesquelles on travaille, ce qui se passe. C'est pas un désengagement, c'est une façon de réduire le service et donc les coûts de gestion et de ne pas faire supporter aux particuliers le coût de gestion des déchets des professionnels finalement. Oui, et puis en plus, ils savent que si ils se mettent à collecter tous les professionnels qui rentrent dans le cadre de la réglementation, ils ne sont pas sûrs de pouvoir suivre. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités, elles ont des jours de collecte qui sont fixés par la réglementation et elles ne peuvent pas en rajouter. C'est-à-dire que si c'est le lundi, le mercredi et le vendredi, elles ne peuvent pas collecter le mardi et le jeudi. Mais par contre, le lundi, mercredi, vendredi, elles peuvent rajouter tous les moyens techniques et humains qu'elles peuvent, mais elles sont tenues par un cadre qui est beaucoup plus rigide que dans le cadre d'une prestation privée. Et ce qui fait que si elles ont beaucoup de professionnels à collecter, ça voudrait dire que sur ces mêmes jours, elles vont devoir augmenter beaucoup leurs moyens, ce qui est très complexe à gérer. Bon, écoutez, je pense qu'il faut démêler, merci Domitil, je pense que du coup, il y a un travail à faire pour démêler un peu tout ça. Le temps nous étant dédié. C'est surtout qu'en plus, c'est propre à chaque intercommunalité. Ouais. Mais je pense que sur le territoire qui nous intéresse aujourd'hui, donc en résumé, pour faire un petit peu une synthèse de tous les échanges de ce matin, ce que je peux vous proposer, enfin ce que nous pouvons vous proposer, puisque j'associe évidemment Domitil et la métropole en la personne de Diane Colombina pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Pour avancer sur ce sujet, donc comme je le disais tout à l'heure, alors on va bien évidemment vous envoyer un relevé de décision de la réunion de ce matin avec une proposition j'ai envie de dire, de feuille de route sur le sujet sur la zone de carrosse qui prévoira nécessairement de travailler ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'une part mieux connaître les gisements et les besoins, les attentes des industriels de la zone en matière de biodéchets. Deuxièmement, regarder avec la métropole ce qui se fait aujourd'hui, ce qui est potentiellement pourra se faire prochainement via la métropole pour essayer de coordonner un petit peu ce qui peut être proposé et derrière décliner, si nécessaire, une étude ou un diagnostic qui permettrait justement de flécher les actions potentiellement mises en œuvre en termes tout à fait opérationnels. Quelles solutions, quel type de prestations, que ce soit sur la collecte ou sur la valorisation, pour ces fameux gisements qu'on aurait identifiés par la suite. Donc, je pense que ça peut être un petit peu
la conclusion de ce groupe de travail. Je ne sais pas si vous avez des, Alors, si vous avez des oui, moi j'ai réflexions juste une là-dessus. remarque. C'est que il faudrait que notre opération de gestion des déchets soit aussi impliquée parce qu'en fait, nous, on a déjà une collecte, on propose déjà une collecte de biodéchets. Donc, l'action, elle y est déjà. Donc, c'est de voir comment cette action sur la ZI de Carrosse, on peut la développer. Tout à fait. Et de la faire soit en partenariat après avec la métropole, soit avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que le point central, c'est notre opération de gestion des déchets. Il faut se baser sur l'existant. On propose déjà quelque chose. Il faut juste peut-être l'adapter. L'adapter. Tout à fait. Et ça, nous, on est parfaitement ouverts à ce genre de choses. Si la solution qu'on propose pour les biodéchets dans le cadre de Triéco ne convient pas, ok, on la change, on s'adapte. Il n'y a aucun souci. Ouais. Il faut qu'on regarde comment y associer plus d'entreprises, plus d'industriels et quelles sont éventuellement les modifications à apporter pour qu'il y ait plus de gisements. Ok. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, je pense qu'on peut conclure notre groupe de travail. Oui, juste dernière demande, est-ce que, pour ceux qui veulent bien, est-ce que vous pouvez allumer vos caméras pour qu'on fasse une capture d'écran juste pour notre communication à nous? Avec plaisir, montrer sa figure, c'est toujours chouette. Un grand merci en tout cas à tous. N'hésitez pas, si vous souhaitez être mis en relation, enfin à nous demander et les contacts et des informations complémentaires adéquates. Donc, on est à votre disposition. Je pense, alors là, sous couvert de l'approbation de Charlotte, qu'on sera en capacité de vous envoyer un relevé de décision d'ici 15 jours. Oui. Voilà, donc avec, comme je vous le disais, une proposition de feuille de route pour continuer à travailler sur le sujet et je l'espère, trouver d'autres solutions et la manière sur cette zone-là d'améliorer les choses en matière de biodéchets. Voilà. Écoutez, très bonne journée à tous. À bientôt. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci Léa, c'était super. Merci beaucoup. Merci, au revoir pour l'échange. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.